Je vous remercie et il me reste à vous présenter mon ami Lynn Perron du site Adoption Émotion Retrouvailles. Là? Ah! Les petits pitons. Ah. OK, bon, c'est pas de temps facile de passer ça. Bon, ça y est, on est installé. Vous allez bien? Oui. Oui, oui, ah, juste pour les avancer, ça va faire. Ah, c'est la première fois, là, soyez indulgents, là, je suis toute nerveuse, ça n'a pas de bon sens. Donc, ben, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas mon histoire, brièvement, je suis une personne adoptée. Je suis née à la Miséricorde de Québec. J'ai été adoptée à l'âge de 16 mois, mais entre-temps, on m'a pris vers l'âge de 3 mois, on m'a envoyée en Abitibi. C'était une coutume de l'époque pour éviter aux parents des régions éloignées de se déplacer pour venir choisir leurs marchandises. Donc, c'est nous qui étions expédiés. Les expéditions étaient gratuites dans ce temps-là, c'était le fun. Fait que, ben, comme j'étais trop tannante, on m'a rechippée dans une crèche en Abitibi. Puis quand cette crèche-là a fermé, bien, je suis revenue à Québec, mon lieu d'origine. Puis de là, ben, j'ai été adoptée à l'âge de 16 mois. Je me rappelle de ça, c'est assez impressionnant. Je me rappelle de la panique que je vivais. Quand on dit que les bébés ne se rappellent de rien, là, c'est faux. C'est faux, on s'en rappelle. Maintenant, quand j'étais jeune, bon, on l'a appris très jeune, ma soeur et moi, notre condition d'adopter. On avait, c'était avant l'école, 3-4 ans, le gros maximum. Notre mère adoptive nous disait, vous avez grandi dans le ventre d'une mère, d'une maman qui vous aimait, mais qui ne pouvait pas vous garder. Nous, on ne pouvait pas avoir d'enfants, on est allé vous chercher. Donc, avec une explication comme ça, bien appropriée pour notre jeune âge, on a grandi avec l'idée qu'on avait une mère à quelque part qui nous aimait. On n'avait pas de préjugés contre elle. Vers l'âge de 7 ans, j'ai vu mon Suzy à la télévision. Ben là, le questionnement est embarqué, là. Tellement que même les gens du voisinage croyaient que c'était ma soeur jumelle qui pouvait être adoptée dans une autre famille. Finalement, j'en ai pas de sœur dans ma famille biologique. Donc là, le questionnement est embarqué, puis ça m'a suivi partout, parce que apparemment, j'ai une pinette commune. Partout où j'allais, je me faisais dire « Ah, tu ressembles à quelqu'un que je connais. » Mais on se pose des questions, hein? On ne sait pas d'où on vient. On se demande tout de suite si c'est notre famille. Donc, c'est ça. Puis, tout au long de... en grandissant, tout ça, j'avais toujours ce sentiment qu'il y avait quelque chose de pas correct en moi, quelque chose de faux, quelque chose... Il y avait de quoi qui dérangeait. Puis je ne savais pas trop ce que c'était, je croyais que c'était moi qui faisais défaut, tout simplement. Donc, en 1985, j'ai fait venir mes antécédents socio-biologiques du Centre jeunesse de Québec. Puis là, on m'a avisé qu'il y avait une liste d'attente, puis que quand on serait rendu à mon tour, j'aurais un appel. L'appel n'est jamais venu, comme tu as raison. Alors, en 2001, j'ai ouvert mon site internet Adoption Émotion Retrouvailles, puis c'est là que j'ai connu plein de monde, j'ai réussi à parler avec d'autres personnes adoptées, puis c'est là que j'ai découvert que je n'étais pas une extraterrestre. Ce que je vivais, c'était normal, c'était tellement fun de découvrir ça. Puis, par le biais du site également, j'ai trouvé ma mère biologique, parce que mon intervenante de Québec lui avait donné l'adresse de ce site-là, puis elle est venue pour reprendre son expression sur la pointe des pieds. Elle est venue m'observer. Elle a dit, bah, elle n'a pas si demandé ça. Finalement, elle fait de l'allure. Fait qu'elle m'a demandé d'être, elle venait dans ma salle de chat sans s'identifier. Puis ensuite, elle m'a demandé d'être dans mon Messenger, puis encore là, c'était une dame très discrète qui ne parlait pas. Puis un soir où je l'ai abordée, puis on a décidé de jaser un petit peu, ben c'est ouvert. Elle m'a dit, tu dois bien douter de qui je suis. Dis-le-moi, s'il te plaît. Elle dit, je suis celle que tu cherches. Bien évidemment, là, le clavier, là, je ne voyais plus rien. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est sûr, après 15 ans de recherche, c'était assez exceptionnel. Donc, le site m'a apporté beaucoup à moi, mais beaucoup aussi à d'autres personnes, parce qu'on a accompagné jusqu'à maintenant 210 retrouvailles, mais comme Caroline disait tantôt, ben, elles ne sont pas toutes... les gens ne viennent pas toujours nous dire
nous voir pour dire hey, grâce à toi, j'ai trouvé. Non, ils ont trouvé, son heureux, puis c'est correct. Mais quand on le sait, c'est une petite paye, ça fait plaisir. Puis, au fil des discussions avec les personnes adoptées de mon site, j'ai découvert justement qu'on avait, beaucoup de personnes avaient les mêmes points communs, les mêmes comportements, on est comme des jumeaux, jumelles, j'en revenais pas. Puis, ce qui m'impressionnait aussi, c'est que beaucoup de personnes n'étaient pas vraiment conscientes de leur blessure. La rupture du lien crée des conséquences, puis beaucoup ne savaient pas ces conséquences-là. C'est ce qui m'a donné le goût de venir vous en parler, parce que ça existe, mais il y a des outils aussi pour aller mieux suite à ça. On peut changer ça. On n'est pas obligé de rester toujours avec notre malaise et notre blessure. Puis, avant d'entamer le diaporama, ce que je voudrais dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des parents biologiques, des mères biologiques dans l'assistance? Merci. Donc, je ne voudrais pas, en expliquant ces blessures-là, vous peiner ou vous culpabiliser. C'est pas ça le but. C'est juste que quand vous avez vécu ça, malgré toute la douleur que ça engendrait, vous savez ce qui vous est arrivé. Tandis que l'adopté, lui, en tant que petit bébé, il n'y avait pas de mots. Les bébés, c'est une boule d'émotions, ils n'ont pas de mots à mettre sur ces émotions-là, d'où le malaise qu'on vit toute notre vie. Alors vraiment, là, les mères biologiques qui ont rendu leur grossesse à terme, on est content d'être ici, nous autres les adoptés, on est content d'être en vie. Ça demandait beaucoup, beaucoup de courage aux mères biologiques. Moi, je voudrais vous féliciter, vous remercier, une belle grande main d'applaudissements pour votre courage. La triade est touchée. Donc, il y a des conséquences pour les trois parties, les parents biologiques, évidemment, les mères, les parents adoptifs et les enfants adoptés. Les mères biologiques qui ont porté leur enfant pendant 40 semaines, qui ont été contraintes de le laisser à des étrangers, ces personnes-là vivent beaucoup de peine, de stress, mais aussi de la culpabilité et de la honte. Les parents adoptifs, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants, parce qu'il y en a qui ont eu des enfants naturels et qui en ont d'autres, bien, ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ils doivent faire le deuil d'avoir leurs propres enfants, de se voir dans leur descendance. Aussi, c'est quelque chose, on ne pense pas souvent aux parents adoptifs, mais ils ont leur lot également. Puis l'enfant, quant à lui, ben, vous connaissez un petit peu le sentiment de rejet, d'abandon, plus ou moins concerné. Et tu beaux yeux, hein, petit bébé? Donc, j'ai aimé ces yeux-là parce qu'ils sont éveillés. Je trouve qu'ils montrent comment le bébé peut voir et vivre des choses. Alors, ce qui a été traditionnellement compris chez les bébés, c'était faux. Là. Les bébés, ils ne savent rien, ils ne voient rien. Non, c'est faux. Les bébés ont beaucoup plus de capacités qu'on peut l'imaginer. Puis, le bébé, lui, ne connaît pas le drame que vit sa mère biologique. Il ne sait pas. Il ne connaît pas les pressions sociales. Il ne sait pas ce qui arrive. Tout ce qu'il sait, lui, c'est que sa maman est plus. Sa maman doit le laisser pour X raisons. Ce n'est pas de sa faute. On connaît la pression de la société à l'époque, puis tout ce qu'une personne pouvait vivre. Donc, l'enfant, ben, étant donné qu'il n'est pas capable de savoir ce qui se passe de façon raisonnable comme un adulte, il vit cette séparation-là comme un abandon. Puis, il y a une conséquence à cette perte-là. Donc, consciemment ou non, ces conséquences-là vont modifier notre personne par le fait même nos comportements. C'est pour ça que c'est important de savoir ces choses-là. On vient de haut, nous, les adoptés des feuilles de chou. En tout cas, on a pas des bébés de se voir comme ça. Alors, les bébés savent leur adoption, ça leur est arrivé. Ils ont un souvenir inconscient de ça. Ils vont souvent se sentir anormaux. Ils vont se questionner sur leur comportement, comme ça m'arrivait à moi, comme c'est arrivé à plusieurs personnes. Puis, ces sentiments-là, ces comportements-là, sont la conséquence du traumatisme le plus grand qu'un être humain peut vivre, la perte de sa mère. C'est pas rien, là. On perd notre mère. Donc, même si ce n'est pas de souvenir conscient de la mère,
tous ces sentiments-là sont difficiles à gérer parce que le traumatisme est arrivé à la période préverbale. Le bébé, c'est une boule d'émotions, mais il ne sait pas parler, il ne peut pas exprimer ses émotions sauf de crier et de pleurer. Donc, parce que c'est arrivé à la période préverbale, beaucoup de personnes ont de la misère à en parler de ces sentiments-là, et même pour certains, c'est difficile d'y penser. L'adopté a partagé, excusez. L'adopté a partagé avec sa mère 40 semaines au moins, plus ou moins, là, un lien intense. Il a ressenti sa mère, il l'a entendu sa voix, il a senti son odeur, il a ressenti ses émotions. C'est prouvé maintenant, hein, les gens le savent aujourd'hui. Si une mère écoute, je sais pas, de la musique classique, le bébé va aimer ça. Si la mère est profondément triste parce qu'elle vit un deuil pendant la grossesse, l'enfant va le ressentir, tout ça. Donc, c'est prouvé, il y a un lien vraiment intense avec la mère et l'enfant. Peu importe qu'ils aient un bon lien avec leurs parents adoptifs ou non, il y a toujours une place spéciale de réservée pour notre mère biologique. Toujours. Il y a un amour pour cette femme-là. Puis, cet amour-là dure jusqu'à aujourd'hui. Quand une personne adoptée commence une recherche, puis qu'il y a un décès, par exemple, beaucoup de personnes vont vivre un véritable deuil. Puis là, bien évidemment, l'entourage, pour bien faire, vont dire, ben là, pourquoi tu as de la peine, tu ne connais même pas cette femme-là? Désolée, là, ça ne prend pas 9 mois pour créer des liens avec une personne. Non, quand on se fait des amis, ça ne prend pas 9 mois pour commencer à l'aimer. Nous, on a eu 9 mois avec notre mère. C'est pas parce qu'on ne l'a pas vue de nos yeux qu'on ne la connaît pas. Donc, il y a vraiment un deuil, puis il faut se donner le droit de le vivre. C'est normal. Ceux qui ne le vivent pas, tant mieux, tant mieux. Mais ceux qui le vivent, sachez que c'est normal. C'est important de réaliser ça. Donc, en résumé, pour cette première partie-là, l'adoption commence par la séparation de l'enfant d'avec sa mère et se termine par une vie qu'il doit partager avec des étrangers. C'est traumatisant, ça, là. Donc, c'est normal d'éprouver des sentiments suite à cette expérience-là, mais il faut savoir que ces sentiments-là, ils sont normaux. On n'est pas des extraterrestres. C'est normal. Y a-tu l'air bien? Hein? C'est confortable entre les mains de maman en parfaite sécurité, là. Mais nous, on a un lien brisé. Ce qui a manqué à l'enfant, c'est cette sécurité-là, c'est la continuité du lien entre la vie prénatale et postnatale. On a besoin de ce lien-là, on l'a. Donc, c'est une relation qui est profonde avec la mère. C'est profond, c'est intense. Puis, l'adopté va languir après cette relation-là, toujours. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de vide à l'intérieur de soi. Il y a un sentiment qu'il manque quelque chose. Il y a un sentiment de désespoir, même. Donc, et de solitude. Ces sentiments-là viennent de cette brisure-là de lien. Puis, un second rejet ou une négation, pour ceux qui l'ont vécu ici, ben, c'est dévastateur pour la personne adoptée, parce que ça vient réveiller la blessure primitive. Donc, j'aime beaucoup la phrase de Nancy Newton-Verrier. C'est presque tout pris, juste la conclusion qui vient de moi. Le reste, c'est vraiment dans le livre, parce qu'il n'y a pas de mots plus beaux que ceux qu'elle a utilisés. Le bébé abandonné vit à l'intérieur de tout adopté. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on en ait souffert ou non, il est là. Il est en dedans, puis il parle de temps en temps. Des fois, il parle fort. Puis, pourquoi il y a ce lien, ce sentiment de vide-là aussi? C'est que le bébé a besoin d'une année entière pour former sa propre personnalité, mais toujours en se référant à la seule personne qu'il connaît, sa mère. Elle n'est pas là. Elle est partie. La société nous l'a arrachée. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de modèle. On va s'en inventer une personnalité, on va faire de notre mieux. Puis moi, je compare ça c'est moi, c'est pas de Nancy. Je compare ça à une toile. Un peintre qui travaille sa toile, mais il y a un modèle. Ça, c'est la personne qui a grandi dans sa famille. Dans son modèle, disons qu'il veut placer un chat, un oiseau, un arbre, une maison, un lac, peu importe les éléments qu'il a dans sa famille. Il va les prendre, il y a le modèle, il va les installer sur sa toile, mais à son goût, parce que quand même, sa propre personnalité. Sa toile est belle, elle est complète. Nous aussi, on est capable de peindre. On a tous un pinceau.
On va faire notre toile, mais on n'a pas de modèle. On va y aller comme on peut, puis notre toile, elle va être belle. En tout cas, c'est du beau monde que je vois ici. Notre toile va être belle, mais en tant qu'adopté, on va la regarder et on va dire « Ouais, il semble qu'il manque quelque chose. » On a toujours ce sentiment-là qu'il manque un élément dans notre toile. Puis si on peut parler à une autre personne adoptée qui nous montre aussi sa toile, puis qui nous dit « Ah, je l'aime, ma toile, là, il y a des belles affaires dedans, mais il manque quelque chose. » « Hey, toi aussi? » Ah ben, je suis normale. Hein? On a le sentiment qu'il manque quelque chose toutes les deux. Mais si une personne complètement en dehors de l'adoption vient voir notre toile, va dire « Ouais, les filles, là, il manque de quoi dans votre toile? » Là, on est sensible à la critique des adoptés, hein? On n'aime pas ça. On sait qu'il manque de quoi, mais de se le faire dire par quelqu'un d'autre qui n'est pas concerné, là, ouais, ça pince le cœur un petit peu. C'est pas parce qu'on est orgueilleux. Je vais l'expliquer pourquoi tantôt. Donc, l'enfant a toujours une place pour sa mère de naissance, toujours, dans son cœur. C'est ce qui fait qu'il manque un petit élément sur notre toile. Donc, en résumé, pour cette partie-ci, un lien qui unit l'enfant à sa mère de naissance apparaît comme primitif, mystique, mystérieux et éternel. Il n'y a pas personne qui peut remplacer la mère de naissance. Personne. Ce lien-là est confirmé par le besoin de la recherche. Puis, c'est très sain de se rechercher. Certaines personnes vont dire, ben là, pourquoi tu cherches ta mère? Tu as eu une bonne famille, tu es tombé bien ingrat, tu es tombé bien ingrat. Non, c'est sain. On a besoin d'avoir nos racines. On a tous besoin de ces liens-là, biologiques, historiques, affectifs et existentiels. On a le droit de les avoir, nous autres aussi, ces liens-là. J'aime beaucoup cette assiette-là. Google, hein, il y a des trésors d'images là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Nancy Newton-Verrier prend l'exemple d'une assiette brisée. Donc, cette assiette-là, c'est pour un enfant qui a été placé en couveuse, en incubateur pendant quelques semaines. Le lien est coupé avec sa famille biologique parce que sa mère ne peut pas le prendre, tout ça, sa vie est en danger, il faut qu'il reste là. Donc, il va vivre une brisure lui aussi. Mais l'assiette va se recoller, c'est la même assiette. Toutes les pièces vont s'ajuster à la perfection. Mais c'est sûr que par le vécu de cet enfant-là, il va avoir toujours une petite fragilité là où se trouve la colle, puis il va avoir peur que cette brisure-là, cette perte-là se reproduise dans sa vie. Mais l'enfant retourne dans sa famille, il y a son arbre. Pour les adopter, c'est une autre histoire. Notre assiette est brisée, puis on doit la recoller à une assiette qui est complètement différente. Complètement différente. Il y a des pièces qui vont s'ajuster mieux que d'autres. Il y en a d'autres qui ça va être plus difficile. Puis pour les personnes qui n'ont jamais été adoptées, bien, ils restent avec leur moitié d'assiette, c'est encore pire. Donc, même si la pièce s'ajuste à la perfection, l'enfant est extrêmement heureux dans sa famille adoptive, seule l'autre moitié est son assiette au complet. Ça ne peut pas fitter. Ben, ça peut fitter, mais vous comprenez l'idée. Seule notre autre moitié est notre tout, est notre complément. Donc, quand l'enfant expérimente cette perte-là, ce bris-là, cette continuité du lien, veut pas, il en reste affecté. Puis, c'est normal d'en rester affecté. Ce ne sera plus jamais pareil parce qu'il va y avoir la petite colle dans l'assiette, puis on va toujours avoir peur que ça se brise. Il y a de la colle qui est très solide aujourd'hui, hein? Ça peut tenir aussi, ça peut tenir en masse. Maintenant, les manifestations et le faux self. Le faux self, c'est le moyen pour les adoptés de s'adapter à leur environnement dans le but de se protéger eux-mêmes et d'éviter un abandon ultérieur. Quand je disais tantôt qu'on doit s'inventer une personnalité, c'est ça le faux self. Puis aussi, une autre conséquence, c'est que l'adopté veut tellement être fin, il veut tellement être bon pour ne pas être abandonné, que ça va l'amener à être hyper vigilant. Ça veut dire qu'il va toujours être en train d'analyser les situations comme s'il marchait sur les œufs. Il ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Il va tenter d'analyser tout ça pour savoir comment agir pour ne pas être abandonné à nouveau. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, en étant jeune, je ne sais pas si c'est votre cas,
qui se sentait plus mature que les autres enfants, plus mûr. C'est ça, hein? Je vois les têtes qui disent mûr, c'est fort, il y en a plus que je pensais. Fait que, en se sentant plus mûr, en étant même capable de discerner les mensonges, même si on n'est pas capable de lire dans les cœurs, on a comme une sensibilité à ça, c'est parce qu'on est devenu hyper vigilant pour se protéger. Donc, en analysant tout ça, ben, on devient bien fort, bien musclé dans ce niveau-là. Madame Verrier a aussi observé qu'il y a deux attitudes pour les adopter. L'attitude agressive, provocatrice. Ça, c'est l'enfant qui va tester ses parents, tester son environnement pour savoir est-ce qu'ils vont m'aimer assez ou est-ce qu'ils vont m'abandonner eux autres aussi. Puis, l'autre attitude qui est l'inverse, c'est l'attitude renfermée, obéissante, accommodante. On va faire le tapis pour ne pas être rejeté à nouveau. Puis, ce qu'elle a observé dans toutes les familles qu'elle a observées, là où il y avait deux adoptés, il y en avait un qui était le testeur, puis l'autre qui était le tapis. Moi, j'étais le tapis. À pleurante, on ne bouge pas de là pour être sûr de ne pas être abandonné. Donc, c'est ma soeur qui était la plus forte, qui était la plus, qui avait un caractère plus fort. Puis, peu importe, on n'a pas été abandonné à nouveau. On a aussi le contrôle comme protection. Les enfants et les adultes aussi, pour tenter d'éviter de futures pertes, vont tenter d'avoir le contrôle absolu sur chaque situation. Pas sur les autres, là, sur les situations. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est quand on essaie de contrôler les situations, comme on n'est pas capable, ben c'est nous qu'on va contrôler. On ne sera pas capable de dire non, on va avoir peur de déplaire, on ne voudra pas être rejeté, on va faire le tapis, puis les mots dessus, c'est pas grave, en autant que vous me gardiez à l'entrée de votre porte, ça va faire la job. On est comme ça pour beaucoup. Autre manifestation, c'est la peur du rejet. La peur du rejet peut être tellement forte que l'adopté va rejeter avant de l'être. Il prend les devants, ça fait moins mal. Puis, la peur aussi d'être jugé sans valeur. Ça va conduire l'adopté à être très, très, très sensible à la critique, comme je disais tantôt, là, pour le fameux tableau, il manque un élément, on n'aime pas ça. On est sensible à la critique et au moindre signe de rejet. C'est normal, ça aussi. Puis, moi, je pourrais comparer ça à une adoptée qui veut organiser un party. Elle veut organiser un party, elle invite 10 personnes. Sur les 10, il y en a 5 qui disent oui, oui, je vais y aller. Mais qu'est-ce qui va arriver si les autres ne veulent pas y aller? Comment l'adopté va vivre ça? On va le voir tantôt. C'est pas toujours facile. J'ai même parlé à des personnes qui ont décidé, eux, de ne plus organiser rien. Ils attendaient d'être invités. Comme ça, il y avait juste à dire oui ou non. Mais s'ils organisaient quelque chose, ben, ils risquaient de se faire dire non. Oh, ça fait trop mal. Il y avait mieux rien organiser. Ça va loin, hein, même dans ces petits détails-là. Il y a des réponses aussi psychosomatiques à la perte. Comme vous voyez ici, là, même jusqu'à l'âge adulte, ce sont tous des maux nerveux, des maux d'estomac, l'asthme, les maladies chroniques, la migraine, les bégaiements, les tics et tout ça. Tous des symptômes nerveux. Ça peut venir du traumatisme. Et la fameuse faute de base. L'enfant, lui, comme j'ai mentionné au début, n'est pas capable de dire, bon, ma mère, elle n'avait pas le choix. La société était contre elle, le clergé était contre elle. Elle était, malgré elle, obligée de me laisser à l'adoption. Non, l'enfant n'est pas capable de raisonner ça. L'enfant, tout ce qu'il voit, c'est « ma mère n'est plus là, je n'étais pas assez un bon bébé. » C'est pour ça. Elle m'a abandonné parce que je n'étais pas bon. Puis ce sentiment-là va subsister jusqu'à aujourd'hui, même si en tant qu'adulte, on est capable de raisonner la société de l'époque. Le petit bébé en dedans, qui crie encore, là, lui, il n'est pas capable. C'est pour ça qu'on a toujours le sentiment de manquer quelque chose, d'être faux. On est vite à sortir la brique pour s'assommer avec. Hein? Notre adopté qui organise ses activités, ses invités, la moitié de ses invités ne viennent pas, mais ce qu'elle va se dire, ah, c'est sûr, moi là, je ne suis pas bonne, je ne suis pas fine, mon activité est plate, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir. On sort la brique, on se somme avec, on est facile à faire ça, nous, les adoptés. Quand on entame une recherche, il y a la confusion entre la mère adoptive et la mère naturelle. Le fameux conflit de loyauté, on vient tout mêler en dedans. On s'assoit sur quelle chaise? Là? Donc, les adoptés vont souvent dire « Ah, ben mes vrais parents, c'est ceux qui m'ont élevé, c'est ma famille adoptive. »
ils vont se trouver des raisons socialement acceptables. Ben moi, je cherche ma mère. C'est juste pour avoir mes antécédents médicaux parce que je suis tannée d'aller chez le médecin et dire que je ne sais pas, je suis adoptée. Fait que je cherche pour ça. Quand on va plus à fond, oui, je les aime, mes parents adoptifs, mais je veux trouver qui? Ma vraie mère. C'est elle qui nous a mis au monde, c'est pas n'importe quoi. Là. Donc, c'est ça qui ressort quand on jase un petit peu plus, quand on franchit la barrière. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens autour vont dire pourquoi tu la cherches ta mère, tu as une bonne famille, tu es donc bien ingrat. Hein? Fait qu'on se trouve des raisons socialement acceptables, mais dans le fond, nous, on veut notre vraie mère. Donc, suite à ces pertes-là, on a besoin de faire un deuil. Mais pour faire un deuil, on doit réaliser qu'il y a vraiment une perte. Donc, même si le souvenir n'est pas conscient, pour la plupart des... Il n'est pas compris, c'est-à-dire, l'ordinateur est loin, je ne veux pas être comme ça. Même si les sentiments, l'amour de l'adopter pour sa mère, c'est pas compris, ça, par la plupart des travailleurs sociaux. D'où, comme je disais tantôt, si un enfant apprend que sa mère est décédée, il y a de la peine, tout ça, c'est difficile de donner un support, c'est pas compris par l'entourage également. Qu'est-ce qu'un petit bébé peut bien savoir? Il ne savait pas, il était tout petit. C'est pas grave. Il s'est adapté, il a une bonne famille, c'est ça qui compte. Mais pour un enfant, la différence entre l'absence et la mort, il n'y en a pas. Ça signifie une perte, puis une grande perte. Puis ça, c'est imprimé dans le psyché, dans nos cellules. Donc, la perte, elle est réelle, il faut bien comprendre ça. Donc, si on comprend ça, bien, on doit faire le deuil. Perte égale deuil. Les étapes du deuil. Tout d'abord, l'enfant, quand il perd sa mère à la naissance, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Puis il pleure. Puis il pleure encore et encore et encore jusqu'à plus de souffle. Ensuite de ça, la mère est toujours pas venue. Ben, l'angoisse, la colère, le désespoir va embarquer. Ensuite, l'enfant va arrêter de pleurer. Il va se taire, il va se mettre en retrait, il va devenir déprimé et détaché. Certains bébés sont morts, rendus là. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est des survivants, on est des battants, on est forts, on a surmonté ça, c'est pas rien, là. Donc, il y a une anxiété que peut vivre l'adopté, là. Une anxiété de séparation que les adoptés peuvent vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui est triste aussi de la part de la société, c'est qu'ils s'attendent à ce que les victimes, ils ont tendance, c'est-à-dire à blâmer les victimes de viol ou les femmes battues, ben, juste à partir de là, elle ne pas rester là, c'est de sa faute, tu sais. Le repas au brûlé, elle méritait son coup, tu sais. Ou la fille qui a été violée, ah ben, sa jupe était trop courte. Ah ben là, elle s'est branlée les fesses un petit peu trop, un petit coup de trop à gauche, là, regarde, ça méritait juste ça, là. C'est vrai que les victimes sont souvent tenues pour responsables. Mais dans le cas de l'adopté, on s'attend à ce qu'on soit reconnaissant. On nous arrache notre mère, il faudrait être reconnaissant. On nous place dans une famille des étrangers. Certains, ça a bien été, tant mieux, d'autres, non. Il faut être reconnaissant pour ça. Mais non, on n'est pas reconnaissant. On est en deuil, on est en perte, on a peur, on a de la peine. Comme je disais tantôt, je me souviens de mon adoption. J'étais paniquée. J'ai pleuré tout le long dans l'auto, j'en parlais avec ma mère adoptive, puis elle dit, tu te rappelles de ça? J'ai dit oui. Puis elle dit, ah oui, elle dit, c'est vrai que tu pleurais, puis elle dit, ton père, il dit, oh, c'est donc bien drôle ça va-tu être toujours comme ça? Parce qu'il y avait quand même 1h30 de route à faire, fait que ça devait être grave d'entendre pleurer pendant 1h30 de temps. Mais j'étais vraiment paniquée, ça n'avait pas de bon sens. Donc, il y a des pertes, il y a des deuils, il faut les vivre. Moi, quand je vois là, aux nouvelles, les adoptions internationales, tout le monde se réjouit, ils sont à l'aéroport, le petit bébé qui arrive, il pleure, et tout le monde a des cadeaux, puis le party. Le petit bébé, il est en deuil. Puis depuis que j'ai appris ça dans le livre de Nancy Newton-Verrier, ça me bouleverse tellement quand je vois ces scènes-là, je me dis, tout le monde sort sur le gros party. Il n'imagine pas le drame de ce petit bébé-là qui vient de perdre sa mère, son pays, sa nationalité, sa langue, les odeurs. Il perd tout, lui, là. Youpi, c'est le party. Non, il pleure, c'est pas pour rien.
Donc, en résumé, les étapes du deuil que traverse l'enfant abandonné comprennent la colère, la protestation, le sentiment de désespoir, le détachement et finalement une espèce de résignation et un début d'attachement à la mère de substitution. Et la peur inconsciente d'autres pertes peut causer de l'anxiété. Et tenter de se soustraire à cette perte-là conduit beaucoup d'adoptés à éviter des relations intimes. Ça m'a été raconté aussi. Une jeune fille, dans la vingtaine, a dit « Moi, j'en ai pas de chum. Quand j'ai un chum, ça dure 2-3 mois, je le laisse tomber. » Elle avait tellement peur de souffrir. Puis quand elle a su ça, elle a dit « Ah oui, ça vient de là. » Puis elle a réussi à établir une relation, puis elle s'est guérie de sa peur. C'est extraordinaire, hein? C'est pour ça que ce livre-là, tout le monde devrait le lire au moins une fois dans sa vie. Se l'acheter, le lire et le relire. Parce que c'est sûr, on n'a pas tous les blessures là, exactes, on n'est pas des photocopies, là, les adoptés. Par contre, tôt ou tard, on se retrouve dans le livre et ça fait tellement de bien. En plus, il y a les outils pour s'en sortir. Là. On ne fait pas juste sortir le drame et la peine, on a un beau coffre d'outils qui vient avec ça. Par après. Maintenant, c'est à votre tour, les filles. On va commencer. J'ai deux petites entrevues. Pardon. Je vais inviter Mme Irène O'Connor. Donc, Irène, toi, tu as appris ton adoption vers quel âge? J'avais 5 ans. Je viens de décrire là, je me vois dans ça. Oh, c'est incroyable. C'est ça, c'est des sentiments et des comportements que tu as reconnus, là. Oui. Quand tu as appris que tu étais adoptée, ta réaction, c'était quoi? C'est un autre, là. Ouais, je suis adoptée. Puis, c'est pas pire que ça. Hein? Bon. Mais parce que ma mère venait de me dire, ma mère adoptive, que j'étais adoptée avant d'aller à l'école. Parce que là, on l'appelle Babylon. C'est une fille de la crèche, qui n'est pas comme nous autres. C'est lourd. Là, on réalise, oh, il y a quelque chose. Donc, c'est sage de l'apprendre en très bas âge. Puis, rendu à l'âge adulte, tu as voulu retrouver, tu as commencé tes démarches en vue de retrouvailles. La première étape, tu reçois tes antécédents socio-biologiques. Comment tu as réagi à ces informations-là? Ça, c'est quelque chose. Réaliser qu'on vient vraiment là, d'une personne, parce qu'après ça, il nous a élevés, et fine et correct, sauf que c'est pas ma mère, c'est pas elle qui m'a porté dans son ventre. Ah, ça, là, tu pleures, tu ris, tu pleures, tu ris. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça peut faire à une personne de sentir ça, là? Je suis cet enfant, comme tout le monde qui vient de quelqu'un, pas de la feuille de chou. Oui, c'est ça. Puis, malheureusement, ta mère n'a pas donné suite à ta demande. Elle n'était pas prête à ça. Sa réaction a été considérée comme un refus. Alors, comment tu as vécu ça? Comment tu as réagi à ça? J'ai toujours de l'espoir. Je reste avec l'espoir. C'est décevant, mais je le comprends. J'ai le côté que je ne peut pas avoir personne, premièrement, et de deux, elle a ses propres idées, elle a ses raisons, ses propres raisons, pas ses propres idées, ses propres raisons. Puis, je suis encore dans l'espoir. Mais, et comment tu te sentais, tes sentiments en tant qu'adoptée? Là, c'est sûr, beaucoup de compréhension envers la mère, je pense qu'on est à peu près tous comme ça. Mais toi, ton petit bébé intérieur, ton petit bébé abandonné, qu'est-ce qu'il t'a dit? Lui, il a pleuré, puis il pleure encore, puis il aimerait la voir. C'est lourd. Mais il faut être entouré. Tu ne peux pas passer ça tout seul. Excuse-moi. Écoutez, soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, plusieurs années après, vu que, bon, on n'était pas sûr si c'était vraiment un refus ou tout ça, tu as demandé une nouvelle tentative et ça a été accepté. Et encore une fois, là, le refus est venu et a été comme confirmé. Comment tu as vécu ça comparativement à la première fois? Difficile, aussi difficile, sauf que je n'étais plus toute seule. J'ai été supportée. Mais c'est aussi lourd, le deuil qui est là, la phase du deuil, et c'est vrai. Il faut en parler. Il ne faut pas rester tout seul avec ça. C'est lourd. Oui, c'est vrai.
Comme on disait tantôt, hein, qu'un refus, c'est dévastateur pour l'adopter. Ben, c'est ce que Irène vit. Et maintenant que, bon, tu as lu le livre, on a parlé beaucoup. Irène est dans le site Adoption Émotion Retrouvailles. Elle vient dans la salle de chat les lundis soirs. Tu as pu partager tes sentiments avec d'autres personnes adoptées. Quel message laisserais-tu à l'auditoire ici aujourd'hui? S'il vous plaît, gardez-vous entourés. Parce qu'on ne peut pas vivre toujours ça toute seule, c'est trop difficile. Faut être forte, faut avoir de la force. Puis quand on est entouré, quand on a des gens qui ont fait des belles retrouvailles, et que ça fait plaisir. On souhaite avoir la même chose, mon Dieu, c'est mieux. Puis d'autres qui ont de la difficulté, d'autres qui sont comme moi, hey, c'est vrai qu'il faut être entouré. Fait que c'est moins difficile à passer à travers. Regarde, Christiane Café rencontre-moi, on n'a pas chez nous, mais ça ne fait rien. J'ai le chat, puis ça, là. Allez-y, allez-y, amenez-en des gens là. Merci. Merci beaucoup, Irène. Merci. Maintenant, je vais écouter Georges Lapointe, qui est également du site Adoption Émotion Retrouvailles. Donc, toi, Georgette, tu as appris ton adoption vers quel âge? Il y a des traits qui ressemblent à l'histoire d'Irène. Je l'ai appris à peu près vers 5 ans, mais ce n'est pas dans ma famille que je l'ai su. Dans ma famille, ils n'ont jamais voulu parler que j'ai. Ma mère adoptive, n'a jamais voulu me dire que j'étais adoptée. J'étais allée dehors jouer avec les enfants du voisin, puis ce petit gars du voisin m'a dit: toi, tu ne peux pas jouer avec nous autres, va-t'en chez toi. C'est parce que probablement, je ne voulais pas être prêter mon petit traîneau. Il a dit: tu ne peux pas jouer avec nous autres, toi, tu viens de la crèche. Ben, moi, je suis à la campagne. On est sur une ferme. La crèche, c'est dans la grange. C'est la mangeoire. Mais à 5 ans, tu ne comprends pas beaucoup ça. Ben, moi, j'ai pensé que c'était probablement un peu après la période des fêtes. J'ai pensé que j'étais comme le petit Jésus. Moi, je t'ai mis mon dans la crèche. Et comment tu as vécu tes sentiments face à ça, toi? Comment ça s'est passé? J'étais pas consciente vraiment de ça. J'avais 5 ans, puis j'étais à la crèche. Jésus, point final, je veux dire, on passe à autre chose. C'est au fil des années que j'ai comme réalisé qu'il y avait, c'était pas normal, puis que j'avais des. Il fallait que. Les sentiments étaient un peu. Je suis pas comme les autres. OK. Puis, bon, adulte, évidemment, tu commences toi aussi tes recherches, tu reçois tes antécédents sociobiologiques, tu réagis comment en lisant ces informations-là? La première fois que je les ai reçues, j'avais une chose de plus que les choses que je savais. L'heure de ma naissance, j'ai un commencement là, l'heure de ma naissance. Après ça, ben, c'était en 81, puis c'est tout ce que j'avais su. J'ai refait en 2001 les mêmes démarches. En 2001, j'ai su le nom que j'avais porté, mon nom fictif, mon nom avant l'adoption. Mais moi, étant jeune, j'avais toujours une petite boîte. Cette petite boîte, c'était marqué Alicia, mai 51. Mon nom, c'est Georgette. Je suis née en septembre 50. Fait que la petite boîte, ça m'a toujours intriguée aussi. La petite boîte, elle m'a suivie tout au long de ma vie. C'était un petit peigne avec une petite barrette. Là, on a reçu un petit peigne à la petite brosse, là, quand on savait bébé. Ça fait que c'est une autre chose qui m'intriguait. Puis quand j'en parlais à ma mère ne voulais pas me dire que j'étais adoptée. Non, t'es notre petite fille, Fait que, je dois être leur petite fille. C'est ça, comme je disais tantôt, pour les parents adoptifs aussi, c'est difficile d'admettre. Bon, en parlant pas, c'est la pensée magique. Je ne dirais pas, ça va devenir mon enfant, mais non. Oui, parce que on est arrivé là dans notre famille tout jeune, mais quand même, on voit là, le malaise des parents adoptifs là, face à l'adoption. Et plus tard, ta mère a été localisée. Puis, à cette époque-là, elle n'était pas en mesure d'accepter ta demande. Donc, comment tu as réagi à sa réaction à elle? Oui, en 2001, quand j'ai eu un refus, je m'attendais
un décès, ça peut être une personne handicapée, ça peut être, toutes les raisons étaient bonnes, mais un refus, c'est la chose qu'on pense le moins. Je pense que la plupart des adoptés, je pense que c'est la solution qu'on doit pas penser, qu'on ne veut pas surtout penser. C'est plus qu'on ne veut pas, ça se peut pas qu'une mère nous refuse. Elle nous a refusé une première fois pour X raisons. Elle ne peut pas nous refuser maintenant dans les années 2000. Non, c'est impossible. Mais oui, c'était sa raison. Puis, bon, c'est arrivé. Puis, j'ai quand même continué d'espérer qu'un jour, il y aurait un retour d'ascenseur, qu'elle changerait d'idée, encore pour X raisons. C'est ça, l'espoir demeure toujours. Hein? Puis plus tard, ben, tu as rejoint le site, Adoption Émotion Retrouvailles. Tu as entendu parler des sentiments, des comportements, tout ça. Puis, ça m'avait allumé ce soir-là. Tu as dit, ben moi, j'en ai pas souffert là, de ma condition d'adopter. La blessure primitive, là, non, j'ai pas ça, moi. Je ne comprenais pas que les gens avaient ça, puis que tu insistais beaucoup là-dessus. Mais quand tu as commencé à me détailler certaines choses, j'avais tous les symptômes. Oui, c'est ça se rejoint. Hein? C'est ça qui est intéressant. Puis maintenant que tu comprends ces sentiments-là, puis tout ça, puis c'est vrai aussi, hein? On a eu un beau cadeau de vie, là. Ta mère biologique a été localisée par une amie. Qui est très très bonne là-dedans, qu'on appelle Madame Colombo, parce que Colombo, Peter Falk, qui peut aller se coucher comparé à elle. Là. Alors, elle a retrouvé ta mère, puis ta mère était en mesure d'accepter comment tu as réagi à ça. Ah ben là, de toute façon, moi c'est Colombo, mais mon ange aussi, parce que je dis que c'est un ange qui a passé dans ma vie. Je ne la croyais pas au début quand elle m'a annoncé ça. Là. Je me disais, ça se peut pas, c'est pas vrai, c'est un rêve. Mais je l'ai cru. Bon, j'avais le droit d'écrire une lettre, ce que je n'avais pas fait en 2001 quand ça m'avait été suggéré. Là, j'ai écrit la lettre, puis j'avais beaucoup d'espoir. Mais un mois plus tard, pas de nouvelles. J'avais hâte d'avoir des nouvelles. En fait, quand j'ai fini par avoir des nouvelles, puis j'ai une magnifique retrouvaille. Oui, c'est vraiment une belle histoire. Maintenant, quel message tu aimerais laisser à l'assistance pour ce qui est de ça, et les comportements des adoptés, tout ça, et également tes retrouvailles? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Les sentiments, les comportements, ça existe, même si on n'en est pas conscient. J'en étais pas conscient. C'est grâce à Lynn que j'ai comme découvert qu'il y avait ces sentiments-là. J'en étais pas consciente. Puis ce que je veux dire, c'est garder toujours espoir. Quelle que soit la situation que ça voudra, garder espoir. On ne sait jamais ce qui va arriver dans notre vie pour que notre vie soit changée. Parce que moi, ma vie, elle est changée. J'ai retrouvé une maman, j'ai retrouvé 2 sœurs, 4 frères. Puis c'est comme si j'aurais toujours fait partie de cette famille-là. Ils m'ont accepté. C'est des beaux sentiments de joie que j'ai depuis 2011, 28 septembre 2011. C'est bien, merci beaucoup, Georgette. On a des belles histoires, hein? C'est touchant. Puis avez-vous remarqué le point commun entre Irène et Georgette? Une était consciente, l'autre n'était pas, mais les comportements étaient les mêmes. Peur du rejet, peur de faire de la peine, avoir de la difficulté à dire non, tout ça. C'est ça. On a une cicatrice, puis on réagit en fonction de cette cicatrice-là. Maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on va rester avec nos bobos et nos larmes? Oh que non! On retrouve notre pouvoir, mais comment? Donc, on a les points liés, la corde, ça peut se péter, ça, n'importe quand. Donc, pour commencer, on doit autoriser les sentiments qu'on ressent. Donc, si on revient à notre adopté tantôt qui veut organiser une activité, puis il y en a 5 qui ne viennent pas à l'activité, une personne
non adopté qui n'a pas cette blessure-là dirait, ah ben, regarde, tant pis pour eux. Tu sais, nous, on va avoir du fun pareil, puis c'est sûr que ça va peiner un peu parce que la personne qui organise aurait aimé avoir tout son monde, mais elle ne gâchera pas sa journée pour autant. Tant pis pour eux, on organisera quelque chose d'une autre fois, pas pire amis. L'adopter, lui, comme je disais tantôt, moi, c'est ça. Je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez fine, je ne suis pas assez bonne, mes activités ne sont pas assez intéressantes. On sort avec, puis on s'assomme avec. Mais là, il faut savoir d'où ça vient, ce sentiment-là. Maintenant, on le sait. Donc, quand on le vit, on s'autorise, on se donne le droit de le vivre. C'est notre petit bébé qui crie. Laissons-le parler. Il n'a pas pu parler souvent. Par contre, on ne restera pas dans cette souffrance-là. On va dire, oui, mon petit bébé, je te comprends, mais aujourd'hui, il n'y en a plus de bobo. Fait qu'on remet ce sentiment-là à sa place, c'est-à-dire à notre naissance. C'est là que ça va. Aujourd'hui, j'organise une activité, il y en a qui ne peuvent pas venir. Ben, oui, je me sens rejetée, mais comme ça. Pas comme ça. On remet ça à la réalité, on le remet à sa place. Ça, c'est une façon de faire. Puis, pour ça, ben, il faut analyser des choses. Il faut analyser les situations. Puis, la première chose à analyser, c'est le rejet, le vécu, les blessures, la maltraitance pour certains bébés, tout ça. On prend ça, on le regarde en face. C'est fini la fuite, parce que tout ce qu'on fuit, ça nous rattrape. Donc, on se retourne, on regarde ça en face, on l'analyse, on le comprend, on a des bons outils pour comprendre tout ça. Venez nous rejoindre dans la salle de chat, on va en jaser, aller dans les cafés rencontres, tout le mouvement, on va jaser avec les gens. C'est ça qui est important, c'est le moyen de s'analyser. Et l'autre chose, c'est d'analyser comment on va réagir, comment on va se comporter suite aux choses qu'on a vécues. Donc, il y a une boule d'émotions qui monte, on l'analyse. Est-ce que c'est approprié à la situation que je vis? Non, la plupart du temps, non. Quand ça a très rejet, ben on remet ça à sa place, tout simplement. Puis on reprend notre pouvoir tout doucement. Il y a des étapes à franchir, il y a des pas à faire. Donc, un de ces pas-là, c'est de reconnaître la perte et la pleurer. Notre problème, là, c'est pas que quand on était enfant, nos besoins n'ont pas été comblés. La plupart de nous, nos besoins ont été comblés. En tout cas, je vois du monde qui ont l'air en santé ici. Mais c'est qu'on n'a pas fait le deuil. C'est là notre problème. Pourquoi on n'a pas fait le deuil? Ben, on n'a même pas réalisé qu'on avait une perte. On cherche notre mère, mais on ne réalise pas l'ampleur de cette perte-là. Donc, on réalise notre perte, on fait le deuil. Ce qui est triste aussi, que Mme Verrier faisait ressortir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à regarder ça en face. Il y a beaucoup de personnes qui vont préférer rester assis sans effort, rester dans le rôle de victime. C'est confortable des vieilles pantoufles, hein, même si c'est des trous dedans des fois. C'est confortable, c'est mou, ça les pousse bien dans le pied. On a ça, ces sentiments-là, depuis notre naissance. On les connaît, on est habitués. Fait que, il y en a qui veulent malheureusement rester dans leur zone de confort puis s'apitoyer. Mais pour ceux qui sont allés marcher avec des pantoufles qui ont des trous et de se geler les pieds l'hiver, il y a quelque chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va affronter notre perte, on va la regarder en face, on va autoriser nos sentiments et on va avancer. On va se donner le droit d'avancer. On a le droit. On vient de briser notre corde. Donc, quand on a tout analysé ça, ben, il est temps de retrouver notre pouvoir. Puis, j'aime beaucoup son explication à Mme Verrier quand elle dit que la peur de l'abandon persiste jusqu'à l'âge adulte, même si on ne peut plus être abandonné en tant qu'adulte. Ça, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Parce que souvent, quand on a une perte, un conjoint qui nous quitte, un parent qui décède, tout ça, le premier sentiment, « Ah, je me sens abandonnée ». Mais elle dit, on ne peut pas être abandonné. On peut être quitté, oui, mais on ne peut pas être abandonné. Une personne qui est abandonnée, c'est une personne qui n'a pas la capacité de s'occuper d'elle seule. Si on est ici, c'est parce qu'on est capable de s'occuper de soi. Donc, on ne peut pas être abandonné, seulement quitté. Si on réalise cette phrase-là, il y a la moitié du chemin de fait. Parce qu'on n'aura plus peur de l'abandon, on ne peut plus être abandonné. C'est quelque chose, hein, quand on pense à ça. Donc, on peut se sentir impuissant aussi, mais encore là, avec toutes les ressources qui existent, on n'est pas impuissant. On peut aller chercher de l'aide partout.
partout. Donc, en conclusion, lorsqu'une situation de perte se produit et que les sentiments sont trop intenses, comme je disais tantôt, par rapport à la situation que l'on vit, ben, on l'analyse, on se donne le droit de le vivre, on le remet à sa place. On le retourne dans le passé, puis on vit le présent. C'est sûr que cet exercice-là, on ne le réussit pas toujours coup sur coup, mais ça vaut la peine de le faire. C'est comme un haltérophile qui s'entraîne. Au début, il va avoir mal partout. Oh, ça fait mal. Mais s'il arrête de s'entraîner, ça ne donnera rien. Mais s'il continue à s'entraîner, il n'y aura plus mal aux muscles. Les muscles vont être forts, mais c'est la même chose. Peut-être qu'en s'entraînant, on va échapper nos poids de temps en temps, mais c'est pas grave. On les ramasse, puis on continue. Puis on va devenir de plus en plus fort, puis on va avancer. N'oublions jamais que nous sommes des parents. N'oublions pas que lorsque nous étions tout petits bébés, on a trouvé la force de survivre à la perte de notre mère, la perte la plus dramatique qui soit pour un enfant. Nous avons eu la capacité de peindre notre toile. Si vous remarquez la toile en haut, il y a un beau paysage. Elle est belle, la toile. Il n'y a pas personne qui peut chialer comme ça. Il y a des belles couleurs, tout ça. La toile, elle est belle. Mais si ça nous tente, si on veut recoudre après nos vieilles pantoufles, si on découvre des choses en nous, il n'y a rien qui nous empêche de prendre notre pinceau et d'ajouter des éléments sur notre toile quand on veut. Il n'y a pas personne qui nous a enlevé notre pinceau. On l'a tous. Trouvez-le et ajoutez ce qui vous manque si vous avez des manques. Sinon, la toile est tout aussi belle, elle est tout aussi complète. Il n'y a pas personne qui peut vous critiquer là-dessus. Puis en terminant, je voudrais finir avec une pensée que je trouve extraordinaire. Les cicatrices nous rappellent d'où nous venons, mais elles n'ont pas à nous dire où nous devons aller. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Lynn, pour cette belle conférence. Être seule avec elle, vous trouvez-vous? Moi, je l'ai trouvée super bonne. Tu as réussi justement à faire ressortir à certaines personnes des choses qui croyaient que ça n'avait pas de lien. Même moi, en lisant sa conférence, j'ai découvert des choses rares. Fait que on n'est pas, comme tu dis, il y a vraiment des conséquences qu'on ignore et qui sont vraiment là. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? On aurait peut-être 5 minutes de questions. S'il y en a qui ont des questions pour lui. Ils sont tous gênés.